compréhension de l'oral. Se préparer. 1. Comprendre globalement un document sonore. Activité 1. Extrait 1. Êtes-vous pour ou contre la gratuité des transports publics? Je suis pour. Je pense que c'est une excellente idée et en plus, ça va réduire la circulation et donc la pollution. Je suis totalement contre. On va encore financer tout ça avec l'argent des impôts, c'est-à-dire notre argent. Ah oui, je suis pour. Je pense qu'on dépense trop d'argent dans les transports en commun. À vrai dire, ça m'est égal. Je n'utilise pas les transports en commun. Peu importe. Contre. C'est une mauvaise idée. Ça va encore faire augmenter les impôts. Je suis pour. C'est déjà en pratique dans d'autres villes. Il faudrait que notre ville s'y mette. Je suis contre. Je pense que c'est une stratégie politique pour récupérer des électeurs. Extrait 2. Bonjour Michel Fabre. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de philosophie à l'université de Nantes et vous avez beaucoup, depuis longtemps, travaillé sur la théorie de l'éducation, la philosophie de l'éducation de John Dewey. Dewey a accordé une place absolument centrale à la question de l'éducation dans sa vie et dans son œuvre, Michel Fabre. Oui, en effet. Et je crois que il ne faudrait pas séparer la pédagogie de Dewey de l'ensemble de son œuvre. Et c'est très important de la relier, cette pédagogie, à l'ensemble de son œuvre. Copyright France Culture. Extrait 3. Toutes les nuits, ce sont 11 millions de lampadaires qui s'allument en France. Autant de points lumineux qui éclairent les trottoirs, certes, mais également, trop souvent, le ciel. En ville, on ne voit plus les étoiles, quelques dizaines tout au plus. Tout se passe un peu comme si on avait accepté que l'astronomie, l'espace, tout ça, ça nous intéressait plus directement, mais que c'est devenu complètement extérieur à nous, quoi. Olivier Lasvernias est le président de la Société française d'astronomie. Parlons ville, hein, ça arrive tout d'un coup on voit la Lune, ou en ce moment, là, cette année, on est gâtés, on voit Jupiter, Saturne, Mars, on le voit, mais la plupart des gens ne les distinguent pas des avions. On estime qu'aujourd'hui, un tiers de l'humanité a perdu le ciel, en quelque sorte, et ne voit plus la Voie lactée à l'œil nu. Victime de ce qu'on appelle la pollution lumineuse, nos villes, nos habitats sont éblouissants la nuit. Copyright RFI. Extrait 4. Chers auditeurs, comme chaque vendredi matin, nous nous intéressons à un ou deux mots de la langue française. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de deux mots qui sont à la fois inséparables et opposés. Il s'agit des adjectifs urbain et rural, c'est-à-dire ville et campagne. C'est une vieille opposition entre deux espaces qui divisent le pays, entre les citadins et les campagnards, entre le rat des villes et le rat des champs. En résumé, urbain et rural sont deux mots en compétition et en même temps en opposition. Et ce que je trouve amusant, c'est que notre perception de la société contemporaine vient d'une époque lointaine. En latin, le mot rus, qui signifie la campagne, était opposé à urbs, qui signifie la ville. Extrait 5. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons parler de la lutte contre l'échec scolaire avec 3 invités. Marianne Mercier, vous êtes enseignante en histoire-géographie au collège. Bonjour. Bonjour. Maxime Duval, vous êtes sociologue et vous venez de publier un livre intitulé « En finir avec l'échec scolaire ». Bonjour. Bonjour. Et Michel Legrand, vous êtes maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Bonjour et merci d'être venu. Bonjour et merci. Je rappelle quelques chiffres sur l'échec scolaire. Chaque année, en moyenne, 150 000 élèves quittent le système éducatif sans aucun diplôme, c'est-à-dire presque un jeune sur 5. Je commence par vous, Marianne Mercier. Selon vous, quelles sont les causes de l'échec scolaire ? Extrait 6. Bonsoir Mathieu Lefebvre. Je vous remercie de nous avoir rejoints. En face de vous se trouve David Martinez et à côté Marc Fontaine.
Mathieu Lefebvre, vous êtes député et vous êtes favorable à l'idée de développer le travail le dimanche, c'est bien ça? Oui, effectivement, j'approuve cette idée. Je pense que notre code du travail doit s'adapter aux besoins des entreprises. Je rappelle que le marché du travail a beaucoup changé. Je donne maintenant la parole à David Martinez. Vous êtes syndicaliste et vous êtes opposé à la généralisation du travail le dimanche. Oui, je suis complètement contre ce que vient de dire M. Lefebvre concernant le travail dominical. Le dimanche a toujours été un jour de repos pour les salariés et doit absolument le rester. Activité 2. Extrait 1. Histoire. À partir de quand le français est-il devenu la langue officielle en France? À quel moment la langue française s'est-elle imposée dans tout le pays? Elle a réussi à s'imposer à partir du XVIe siècle lorsque François Ier, le roi de France, a publié l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, qui était un texte de loi qui exigeait que tous les documents relatifs à la vie publique, c'est-à-dire les documents administratifs, les actes de justice, etc., soient rédigés en français à la place du latin. Activité 2. Extrait 2. Politique. C'est bientôt les élections législatives et les sondages nous prédisent déjà un faible taux de participation. Alors, pour vous, Gérald Roland, y a-t-il une différence entre ceux qui ne vont pas voter et ceux qui votent blanc? Selon moi, les citoyens qui ne vont pas voter perdent le droit d'exprimer leur mécontentement et laissent les autres décider à leur place. Les gens qui ne votent plus sont souvent des électeurs qui ont perdu espoir. Au contraire, je pense que voter blanc reste le meilleur moyen d'exprimer son insatisfaction face aux différents projets des candidats et cela permet aussi d'exercer une certaine pression sur les élus. Activité 2. Extrait 3. Sport. La fin du tournoi des 6 nations de rugby approche. Demain aura lieu le dernier match des Bleus et ce sera contre l'Angleterre. Il est intéressant de remarquer que le rugby français attire de plus en plus de jeunes et cette année, c'est la région parisienne qui a le plus d'inscrits en France. Il est important de savoir aussi que dans ce tournoi des 6 nations, 8 joueurs de l'équipe de France ont commencé à jouer au rugby en Île-de-France. La passion du rugby dans la région parisienne, c'est un reportage de Rémi Chevalier. Activité 2. Extrait 4. Culture. Linguiste, critique, mais aussi essayiste et romancier, Roland Barthes s'intéressait à tous les sujets de son temps et notamment à la condition des femmes dans la société, aux discours politiques et aux objets de la vie quotidienne sur lesquels il a écrit l'une de ses œuvres principales, Mythologie. Il est difficile de faire une synthèse de sa pensée et par conséquent, l'idée de cette exposition est plutôt d'inviter les visiteurs à se balader dans une partie de la Bibliothèque nationale de France et à découvrir sur de grandes toiles blanches ses citations les plus célèbres à côté des belles photos de l'actrice Greta Garbo. Activité 3. Extrait 1. Il y a quelques mois encore, les Français étaient satisfaits d'apprendre que le prix du pétrole avait baissé, et les économistes y voyaient un signe positif de la croissance mondiale. Aujourd'hui, le monde de la finance montre du doigt le faible prix du pétrole. On considère maintenant cette baisse comme un risque pour la stabilité du marché. Comment un tel changement d'opinion sur le prix du pétrole est-il possible, Clément Rousseau? Activité 3. Extrait 2. Selon vous, comment transmettre aux enfants le goût des langues étrangères? La meilleure manière de les habituer aux sonorités étrangères, c'est de voyager avec eux. Il faut aussi les encourager à avoir des correspondants étrangers à qui ils peuvent écrire régulièrement. Les échanges linguistiques permettent aussi aux enfants de s'immerger dans une autre culture et de vite progresser en langue étrangère. Ces échanges motivent beaucoup et donnent du sens à l'apprentissage. Je pense que les enfants doivent commencer à apprendre les langues étrangères le plus tôt possible. 5 ans, par exemple, est l'âge idéal pour commencer. Activité 3.
Extrait 3. Nous parlons aujourd'hui des entretiens d'embauche. En général, ce sont des situations angoissantes pour ceux qui postulent et les recruteurs constatent qu'un grand nombre de candidats manquent souvent de préparation et n'ont pas toujours le comportement attendu pendant les entretiens d'embauche. Avant tout, il est très important de se renseigner sur la société qui recrute, de savoir résumer son expérience professionnelle. Il faut aussi faire attention à son apparence et savoir poser les bonnes questions. Les entretiens à distance, en visioconférence, sont de plus en plus fréquents et par conséquent, cela demande une préparation particulière. Activité 3. Extrait 4. Les soldes commencent ce matin, mais on peut se demander si elles attirent encore beaucoup de monde, étant donné que pendant toute l'année, il y a des promotions, des offres spéciales, des ventes privées et aussi la forte concurrence d'Internet. C'est un reportage de Jérôme Fournier. Les soldes ? Non, je ne les fais pas parce que j'ai l'habitude de faire les ventes privées. On nous envoie des textos pour nous informer du prix des articles en promotion et puis on vient tout acheter. Il y a souvent du moins 50%. Extrait 5. Pourquoi les médicaments du sommeil ont-ils une si mauvaise réputation ? Parce qu'ils sont tout simplement très dangereux. Pourquoi sont-ils dangereux ? Pour de nombreuses raisons. Avant tout, pour moi, le mot somnifère est une véritable escroquerie, parce que ça n'aide pas à dormir. Les somnifères, ça anesthésie, et par conséquent, ça ne donne pas un sommeil de qualité, et ça empêche de bien récupérer. Ils offrent un sommeil artificiel qui ne permet pas de renforcer le système immunitaire et de nettoyer le cerveau. De plus, et c'est le deuxième problème, ce sont des produits qui gênent la respiration. Activité 4. Un grand musée de la région du Nord développe depuis 3 ans un programme d'enseignement du français axé sur l'art et l'étude de tableaux. L'apprentissage de la langue française pour les étrangers nouvellement arrivés en France se fait en général avec des livres d'images plus ou moins intéressants à partir desquels chacun est amené à s'exprimer. Françoise Delaunay, chargée de mission éducative et culturelle au Musée des Beaux-Arts, a créé une méthode d'apprentissage toujours à base d'images, mais beaucoup plus colorée. Chaque semaine, elle présente avec ses conférencières des peintures aux étudiants étrangers tout en leur enseignant la langue française. Activité 5. Que vont devenir les caféiers ou les rizières des pays tropicaux avec le réchauffement de la planète ? Comment assurer la sécurité alimentaire des pays du Sud face au changement climatique ? Des chercheurs français essaient de voir comment les cultures peuvent s'adapter. Ils font partie du CIRAD, le Centre de recherche agronomique pour le développement. Et dans leurs locaux à Montpellier, ils ont conçu une toute nouvelle serre pour aider ces plantes à devenir résistantes. Voici le reportage grand angle de Célia Quillet. Là, vous êtes dans la serre qu'on appelle serre abiophène, qui a vocation à améliorer les plantes pour qu'elles soient adaptées au climat du futur. Réglage de la température, du taux d'humidité, de CO2. Ici, Tanguy Lafarge, directeur de recherche au CIRAD, reproduit les climats tropicaux ou méditerranéens. Dans ces serres, on est capable de simuler ou de programmer des climats qui vont de 15 à 40 degrés. On a vu que l'augmentation de la température de la nuit est plus importante que l'augmentation de la température du jour, et elle a une incidence très importante sur la productivité des cultures. Et en effet, voilà une plante qui souffre beaucoup en ce moment. Hervé Etienne, chercheur au CIRAD, observe de près le comportement de ces caféiers hybrides. Il veut créer un café résistant au changement climatique. Copyright France Inter. 2. Saisir des informations relatives au locuteur. Activité 6. Dans tous les foyers, c'est la même histoire. Quand on demande aux enfants d'éteindre les écrans, ils sont rarement contents et dans certains cas, ça peut même virer au drame.
Tablettes, ordinateurs, smartphones ou télévision, l'omniprésence des écrans dans les familles multiplie les tentations pour les enfants et pour les parents, c'est parfois dur de lutter. C'est vrai que des fois c'est une solution de facilité pour nous parents. On arrive, il y a le rush de la journée, on fait à manger, la cuisine, les devoirs. Et ben voilà, on donne un petit portable, 5 minutes, une tablette, on a la paix. Et ce qui est très difficile aussi, c'est qu'effectivement quand on a plusieurs enfants à la maison, si jamais on dit à la grande, bon allez je te laisse 10 minutes, t'as le droit de faire un petit jeu sur le smartphone, tout le monde arrive et du coup, ça multiplie le temps d'exposition de chaque gamin. La surexposition aux écrans, c'est précisément ce qui préoccupe la psychologue clinicienne Sabine Duflo. Elle met en garde contre les effets dévastateurs sur les plus petits. Les écrans surstimulent l'attention réflexe parce que ça bouge de partout et quand elle est surstimulée, l'attention volontaire, qu'on appelle aussi concentration, qui est le socle, la base de tous les apprentissages, ne peut pas se développer. Donc, retard de langage, retard d'attention et trouble du sommeil. Autre point noir, l'addiction aux jeux vidéo. Un trouble qui vient d'être reconnu officiellement comme maladie par l'Organisation mondiale de la santé et dont souffrent de plus en plus les enfants que la psychologue reçoit dans son cabinet. Que l'enfant soit petit ou plus grand, il peut très facilement tomber dans cette addiction. Ça, c'est vraiment une constatation de terrain. Et ça crée quoi ? Ça crée un appauvrissement de la pensée, tout simplement. Un point de vue que réfute le psychiatre Serge Tisseron, qui lançait en avril dernier avec les académies des sciences, de médecine et des technologies un appel à une vigilance raisonnée. Ce qui définit l'addiction, c'est la perte du contrôle des impulsions, et le contrôle des impulsions n'est acquise qu'aux alentours de 18-25 ans. Donc une vigilance raisonnée, ça veut dire faire valoir un principe de préoccupation et ne pas se précipiter sur la dernière étude alarmiste qui, encore une fois, très souvent est invalidée quelques années plus tard. De son côté, le Haut Conseil de la santé publique recommande dans son dernier rapport de proscrire les écrans avant l'âge de 3 ans, de ne pas les installer dans la chambre des enfants et d'éteindre la télévision 1 heure avant le coucher. Copyright RFI. Activité 7. Ils ont entre 22 et 25 ans et d'ici quelques jours, ils seront aux 4 coins du monde. Je pars en Colombie, à Bogota. À Madagascar, 6 mois. Sainte-Lucie. Je pars en Inde, à New Delhi. Une douzaine de jeunes s'apprêtent à rejoindre des associations qui œuvrent dans l'aide au développement, l'alphabétisation, le microcrédit ou la protection de l'environnement. Pour tous, le service civique est une manière de faire ses preuves dans le monde professionnel. Stéphanie a 23 ans, elle est fraîchement diplômée en biologie-nutrition. J'ai choisi le service civique parce que après mes études, je cherchais du travail dans l'humanitaire, dans les ONG, qui nous disent finalement oui, mais vous n'avez pas d'expérience dans les pays en développement, et voilà. Et en fait, le service civique, c'est un tremplin, je pense. C'est vraiment un tremplin pour les jeunes diplômés pour s'insérer dans la vie active. Mais qui dit service civique dit aussi sens de l'engagement. Charlotte, 24 ans, tient à mettre ses compétences au service des plus démunis. L'intérêt du service civique, c'est vraiment de m'engager pour une cause, d'être utile, parce que je me suis rendu compte que je suis dans un milieu lié à la communication, à la publicité, un milieu très lucratif. C'était pas le sens que je voulais donner à ma vie. Avant de partir en mission, la Guilde, une ONG de solidarité internationale, organise 3 jours d'ateliers pour préparer ces jeunes à l'expatriation. Qui dit pays différent dit aussi population différente. Est-ce que nos valeurs, elles sont universelles ? Est-ce qu'elles sont partagées ? Des ateliers pour les faire réfléchir à comment mieux s'intégrer et les sensibiliser au choc culturel. L'animatrice Brenda Coran a longtemps travaillé à l'étranger dans l'humanitaire. On parle beaucoup d'engagement déjà, qui est le pilier fondateur du service civique. L'engagement envers soi-même, l'engagement altruiste, l'engagement aussi interculturel, parce que souvent quand l'aide au développement échoue, c'est par manque de dialogue, par manque de compréhension. Le service civique reçoit 80 CV pour un poste à l'étranger et de plus en plus de candidats sont diplômés de formations spécialisées dans l'humanitaire. Alors pour rester fidèle à l'esprit d'engagement du service civique, qui veut que ses missions soient accessibles à tout jeune, quel que soit son niveau d'études, Nathalie Chavreau, chargée du recrutement pour la Guilde, regarde avant tout la personnalité des candidats. Ne pas avoir un recrutement avec un CV, lettre de motivation ou sur le parcours ou sur l'école que le candidat a fait, mais plus sur les motivations, sur sa capacité d'adaptation et sur sa facilité à se projeter dans la mission et à mettre la main à la pâte. Copyright RFI. « 3. Percevoir les nuances du discours. Activité 8. Extrait 1. Autour de cette table, 3 invités. Nous parlons aujourd'hui du covoiturage, qui est un mode de transport en pleine expansion. Alors, Pascal Dubois, selon vous, quel est l'impact du covoiturage sur l'environnement urbain ?
Je dirais d'abord que le covoiturage n'a pas que des effets bénéfiques, car il est directement lié au développement des embouteillages sur les grands axes, ce qui crée davantage de pollution. C'est une chose... Alors là, je vous arrête tout de suite. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Tout au contraire, le covoiturage... J'ai le droit de penser ce que Laissez-moi finir. Tout au contraire, le covoiturage améliore l'état de la circulation et réduit les émissions de CO2. Vous savez parfaitement qu'en partageant un véhicule, on diminue le nombre de voitures sur les routes. Extrait 2. En quoi consiste le covoiturage ? Il consiste à partager un véhicule entre d'une part un conducteur et d'autre part des passagers, dans le but de faire un trajet commun. Savez-vous quels sont les avantages ? Il permet non seulement de réduire les frais de transport, mais aussi d'améliorer la circulation routière et de limiter la pollution atmosphérique. Autrement dit, c'est un mode de transport économique et écologique. D'ailleurs, à la différence des autres moyens de transport, le covoiturage crée une atmosphère favorable à la communication entre les usagers. À quel moment le covoiturage s'est-il développé en Europe ? Principalement dans les années 1990. Aux Pays-Bas, par exemple, le gouvernement a mis en place, à cette époque, des campagnes nationales d'information pour sensibiliser les Hollandais à ce nouveau mode de transport. Extrait 3. Ce que j'aime avant tout dans le covoiturage, c'est qu'il y a toujours un peu de suspense avant le départ. Combien de temps va-t-on attendre les passagers en retard ? Le conducteur va-t-il annuler ou reporter le trajet ? À quelle heure va-t-on arriver ? Si, bien entendu, on réussit à arriver à destination. Ah, que j'apprécie de me retrouver dans ce genre de situation quand j'ai un rendez-vous important ou un avion à prendre. Il y a aussi toute autre chose qui fait le charme du covoiturage, c'est la convivialité. Quelle ambiance quand vous êtes 4 à l'arrière de la voiture et qu'il n'y a que 3 places assises. Rien de tel pour rapprocher les gens et créer une atmosphère chaleureuse.